Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Suivi Concours et le site suiviconcours.fr pour l'actualité territoriale du mois d'octobre 2025. Avant de débuter, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager mes vidéos. Vous êtes encore très nombreux à suivre les vidéos sans être abonnés. Donc pour faire grossir la chaîne, je vous remercie de le faire. Je peux également vous accompagner dans vos formations avec mes différentes formations que je propose. N'hésitez pas à vous rendre sur le site suiviconcours.fr et le /formation. Aujourd'hui, plusieurs points à l'ordre du jour de l'actualité territoriale du mois d'octobre, avec un point tout d'abord sur les finances locales, le budget, ensuite sur la décentralisation et l'organisation de l'État, ensuite sur l'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, sur la question de la sécurité des polices municipales, sur la politique publique de la santé publique et de l'accès aux soins, sur la fonction publique et les conditions de travail, un rapport a été rendu, sur les politiques relatives à l'urbanisme, l'aménagement, au logement, également sur la transition écologique, l'énergie, sur les services publics et les usagers, sur le statut de l'élu local qui a enfin été adopté au Sénat, sur la politique publique du sport et enfin sur l'économie sociale et solidaire. Tout d'abord, première partie dédiée aux finances locales et au budget. Sur cette partie, nous allons débuter par un article du 15 octobre du site Merinfo. D'illico doublé, DGF gelé, fonds vert raboté, potion amère pour les collectivités dans le budget 2026. En effet, vous avez dû le voir dans la presse et l'entendre, l'État demande un effort accru aux collectivités, puisque le DILICO, le fameux prélèvement sur le budget des collectivités, va être doublé par 2 et la dotation globale de fonctionnement est envisagé comme étant gelé pour 2026. Le fonds vert est également en forte baisse d'autorisation d'engagement, donc le budget dédié va être moindre. Ensuite, il y a des inquiétudes sur l'investissement local en début de mandature 2026, puisque l'année prochaine, au mois de mars, auront lieu les élections municipales, et avec moins de recettes pour les collectivités, le début du mandat risque d'être compliqué, notamment pour financer des projets d'investissement. Il y a un réel débat actuellement à l'Assemblée nationale sur le périmètre réel de la ponction qui sera réalisée sur le budget des collectivités, et l'enjeu pour les élus locaux est de préserver l'autofinancement et prioriser les budgets. Donc nous en reparlerons prochainement avec le vote du budget de l'État. Le second point, le second article toujours, est dédié au budget avec 4,6 milliards d'euros d'efforts pour les collectivités envisagés, mais selon les élus locaux, la somme qui sera réellement prélevée sur le budget sera plutôt de 8 milliards d'euros. Il y a donc un écart d'estimation entre le gouvernement et les associations d'élus créant des désaccords. Les postes mis en cause sont évidemment le DILICO, le fonds vert et différentes variables d'ajustement. Le risque, on l'a vu précédemment, c'est le ralentissement de l'investissement pour les collectivités et les tensions sur les marges et les capacités d'autofinancement pour les collectivités. Il convient donc de surveiller au fil de l'eau ce que va décider les parlementaires à travers la navette budgétaire. Le troisième article, toujours dédié à la partie finance, concerne le PLF 2026. Le gouvernement réfute l'idée d'une cure d'austérité pour les collectivités. En effet, selon l'exécutif, les dépenses locales ont augmenté de 1,3% suite à l'inflation, mais les recettes ont augmenté en compensation de 1,4%. En revanche, le gouvernement assume la baisse des autorisations d'engagement du fonds vert afin de prioriser les projets. Un argument est invoqué par le gouvernement, celui de la simplification des normes pour compenser l'ensemble des dépenses et donc réduire les coûts, mais il y a toujours un point de friction. Mais il y a toujours un point de friction relative aux variables d'ajustement que le gouvernement va prendre sur le budget des collectivités et à l'architecture des dotations, comment les dotations vont être réorganisées l'année prochaine, puisque le fonds vert risque de baisser. Autre sujet, cette fois-ci dédié à la décentralisation et à l'organisation de l'État, que la déclaration de politique générale réalisée par le gouvernement Sébastien Lecornu II, donc le Premier ministre qui a été renommé par le président, a fait le traditionnel discours de politique générale le 14 octobre. Il a indiqué lors de ce discours qu'il ne ferait pas appel au fameux article 49-3 de la Constitution pour faire voter la loi de finances. Il est donc en recherche de compromis avec les différents partis politiques. L'idée, selon lui, c'est d'accentuer la décentralisation et de clarifier qui décide, qui finance et qui rend des comptes. Donc tout ça nous rappelle évidemment le rapport de Boris Ravignon sur le coût des normes. Donc il faudra relire ce rapport éventuellement si vous passez un examen ou un concours cette année. Donc la méthode qui sera employée par le Premier ministre sera donc avoir recours au Parlement qui aura le dernier mot,
mais également faire appel aux partenaires sociaux et aussi aux collectivités qui seront associées au processus. L'idée est d'annoncer un texte sur la décentralisation avant les municipales 2026. Il faudra quand même faire attention à la question des arbitrages budgétaires qui auront lieu d'ici le nouveau budget, puisque vous savez que le gouvernement, et en particulier le Premier ministre, a la possibilité de réaliser des gels sur certaines lignes budgétaires du budget de l'État. Et il envisage actuellement un gel de près de 4 milliards d'euros sur certaines dépenses, afin de réduire justement les dépenses de l'État sur l'exercice 2025. Autre article, déclaration de Sébastien Lecornu au Sénat, des précisions sur les sujets territoriaux. Comme on l'a vu précédemment, un projet de loi relatif à la décentralisation sera probablement voté au mois de décembre, en tout cas avant les municipales. Et l'État donc aura ses missions recentrées sur le régalien. Il reconnaît l'effort qui sera demandé en 2026 aux collectivités territoriales, notamment les départements. Sur le sujet de la santé et de l'accès aux soins, il a rappelé la nécessité de voir aucun hôpital fermé et de développer des maisons France Santé partout en France avec un rendez-vous chez un médecin à 30 minutes de chez soi en moins de 48 heures. Il rappelle également sur la ruralité la poursuite du programme Petite Ville de demain et Action au cœur de ville et le renforcement de la mission ruralité. Et enfin, sur le suivi, il rappelle également le fonds de sauvegarde pour les départements qui sera toujours en place afin d'aider les départements, notamment ceux qui ont des difficultés pour équilibrer leur budget. Nouvel article ensuite de Carole relatif à la décentralisation. Carole Delga, donc la présidente de la région Occitanie et présidente de l'Association des régions de France, nous rappelle que la décentralisation est l'une des réponses à la crise. Elle fait un plaidoyer en fait pour un responsable par politique publique, pour qu'un responsable soit nommé par politique publique afin de pouvoir l'identifier. Et elle refuse le retour à la dotation globale de fonctionnement régionale afin de garder la fraction de TVA qui va avec. Elle craint le fameux effet ciseau sur le budget des collectivités au niveau des investissements régionaux pour l'année 2026 et elle demande, elle aussi, un effort sur la clarté, un effort de clarté sur les compétences et le financement des collectivités territoriales. Il faudra être vigilant sur la PAC, la politique agricole commune, mais aussi sur les fonds post-élection présidentielle 2027. Elle a sollicité, en tout cas la présidente de la Commission européenne a dévoilé en juillet dernier un cadre financier pluriannuel pour la période post-2027. Et donc cette maquette budgétaire nous inquiète au plus haut point, dit la présidente de l'association et présidente de région, parce qu'il y a, selon elle, un fort risque de diminution des enveloppes destinées à la PAC, à la pêche, aquaculture et à la politique de cohésion, qui sont trois politiques structurantes de l'Union européenne sur des secteurs énergétiques. Ensuite, un autre article dédié à l'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie. Donc vous savez que le gouvernement, depuis les accords de Bougival, devait créer un statut, un état de la Nouvelle-Calédonie. Pour le moment, on attend donc un texte constitutionnel pour transcrire l'accord de Bougival. Différents points d'accord justement sont apparus, comme une loi fondamentale locale, comme des signes identitaires, comme une citoyenneté calibrée. L'idée, c'est de stabiliser le cadre post-accord de Nouméa, qu'on vient désormais de définir le calendrier des débats parlementaires, également le calendrier électoral local, pour que les choses puissent avancer. Ce dossier est un dossier à très fort enjeu politique. Ensuite, au niveau toujours de la Nouvelle-Calédonie, le report des élections provinciales acté en commission mixte paritaire. En effet, après que le projet de loi reportant les élections provinciales à la fin du mois de juin a été rejeté par l'Assemblée nationale dans des conditions une nouvelle fois ubuesques, les sénateurs et députés ont adopté en commission mixte parlementaire qui réunit 7 députés, 7 sénateurs. Le texte, il sera donc adopté le 29 octobre à l'Assemblée nationale et au Sénat. Jusqu'au 28 juin 2026, la transition sera réalisée. Cela laisse le temps donc à la réforme constitutionnelle d'aboutir et un compromis parlementaire après des tensions initiales a enfin été trouvé. Il faut être très vigilant néanmoins sur le maintien du dialogue local et une publication au journal officiel devrait être actée début novembre suite à l'approbation des élections provinciales actées donc le 30
octobre. Un sujet également à fort enjeu, c'est la question de la sécurité, en particulier des polices municipales. Donc, comme on peut le constater suite à un rapport de l'Observatoire des finances et de la gestion publique locale, le fonctionnement des collectivités sur la période 2020-2026 pour les polices municipales a augmenté de 5,7% en 2024, soit plus 41% sur 7 ans. Le poids des RH, des ressources humaines, est très important, puisque les dépenses consacrées à la police municipale dans les communes qui en sont dotées sont essentiellement des dépenses de personnel à 90%, nous dit ici l'article, avec des tensions de recrutement, notamment sur le volet indemnitaire des agents. Les investissements également dans ce domaine sont plus hauts, puisqu'il faut créer des bâtiments, acheter des équipements et des véhicules. Au niveau de l'armement, les choses évoluent, il y a une diffusion qui est quand même étendue, beaucoup de polices municipales sont désormais armées et donc les coûts induits sont importants sur ces investissements. Et l'enjeu désormais est de calibrer une doctrine d'emploi et mettre en face les moyens qui vont avec. Le 30 octobre d'ailleurs, le projet de loi police municipale a été adopté en Conseil des ministres. Le projet de loi issu du Beauvau des polices municipales a été adopté ce 29 octobre en Conseil des ministres. Son contenu, connu pour l'essentiel, n'a guère évolué, si ce n'est le renforcement des obligations de formation ou d'information des agents et des élus, comme suggéré par le Conseil d'État, qui redoute que la complexité du dispositif ne fragilise les procédures et n'affaiblisse en conséquence l'efficacité attendue. Désormais aussi, tous les gardes champêtres devront être dûment agréés et assermentés, et plus seulement se recruter après l'entrée en vigueur du texte. Il y a donc une extension optionnelle des prérogatives des policiers municipaux avec toujours un contrôle du parquet. La formation des agents et l'information des élus est renforcée. Les gardes champêtres agrément et assermentation est généralisée. Et le Conseil d'État s'est montré vigilant sur la complexité et les garanties mises en place face à ce renforcement des pouvoirs des policiers municipaux, et l'impact financier de ces nouvelles mesures ne sera pas compensé par l'État. Sur la politique publique de la santé et de l'accès aux soins, Sébastien Lecornu a labellisé le premier pôle France Santé et en promet 2000 autres d'ici l'été. Objectif, on l'a vu tout à l'heure, qu'il y ait des pôles France Santé à moins de 30 minutes pour un point d'accès du domicile des citoyens, avec un rendez-vous inférieur à 48 heures pour avoir accès à un médecin. L'objectif est d'avoir 2000 structures d'ici l'été 2026 et 5000 en 2027. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale promet un forfait de 50 000 € qui pourront être employés pour venir protéger ces structures, faire des travaux, embaucher une secrétaire médicale ou accompagner l'arrivée d'un nouveau soignant, un kiné. 151 intercommunalités en France sont sous-dotées au niveau de ces structures, donc l'État va mettre le paquet sur ces 151 intercommunalités. Et puis les structures existantes seront labellisées France Santé prochainement, avec évidemment, comme toujours, un rôle clé joué par l'ARS et les collectivités pour le maillage territorial de ces structures. Passons désormais à la fonction publique territoriale, avec l'absentéisme des agents territoriaux de nouveau orienté à la hausse. Après une accalmie, la maladie ordinaire repart. Les facteurs sont connus, c'est le vieillissement de la population, les risques psychosociaux et l'usure des métiers. Donc pour cela, il faut mettre en place des mesures de prévention qui sont bien connues, à savoir le DUERP, le document unique d'évaluation des risques professionnels, et le PAPRI-PACT. Réaliser des aménagements et également prendre en compte la question du management afin d'éviter l'usure professionnelle. Il convient également de faire de la prévention dans les services les plus exposés, et donc tout cela est en lien avec l'attractivité et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la fameuse GPEC. Au niveau justement des maladies professionnelles, la Cour des comptes déplore une inégalité de traitement entre les territoires. Elle constate effectivement des écarts de reconnaissance de ces maladies professionnelles. Elle reconnaît que les procédures sont complexes, le pilotage national de ces procédures est perfectible. Il convient donc d'harmoniser les pratiques, de mieux outiller les données, et évidemment l'enjeu pour la fonction publique territoriale est de mettre en place une réelle politique de prévention renforcée sur les troubles musculo-squelettiques, les fameux TMS, et donc tout cela a également un impact sur l'accès effectif aux droits. Toujours sur la fonction publique, effectif, rémunération, conditions de travail, les derniers chiffres. L'emploi public est en hausse en 2023 et la part des contractuels progresse également.
Au niveau des rémunérations moyennes, on voit que la fonction publique d'État a une rémunération supérieure à la fonction publique hospitalière, qui elle-même a une rémunération sur la fonction publique territoriale. L'absentéisme est en léger reflux en 2024 et la santé des agents est perçue comme globalement bonne, même si des risques psychosociaux subsistent. Donc les priorités, c'est renforcer l'attractivité de la fonction publique territoriale, développer les parcours et également prévenir les différents risques et maladies. Sur la politique du logement avec le programme Petite Ville de demain à l'heure du bilan, donc on a vu qu'il y a une montée en puissance du programme Petite Ville de demain avec les objectifs dépassés en termes d'engagement. C'est un programme qui a vraiment très bien marché. 3,7 milliards d'euros ont été engagés au 31 décembre 2024, bien plus que les 3 milliards d'euros initialement prévus selon une évaluation de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Et l'avenir des chefs de projet, vous savez qu'en préfecture ou bien au sein des DDT, il y a des chefs de projet qui sont financés par ces programmes pour aider les collectivités. L'avenir reste en suspens en fonction des choix budgétaires qui seront votés incessamment sous peu à l'Assemblée nationale et au Sénat. Les petites villes de demain ont réalisé un grand nombre d'actions dans le cadre de l'habitat et du cadre de vie avec des effets de levier financier. L'ingénierie, donc ce sont les chefs de projet qui la réalisent pour le compte des collectivités territoriales. L'idée est donc, après 2026, de pérenniser les moyens mis en œuvre, à travers notamment le Fonds vert et le FNADT. Et il conviendra donc de suivre les actions engagées de leurs promesses à leur réalisation. Ensuite, au niveau de la rénovation des écoles, eh bien, il y a un fort besoin de financement de la part des collectivités. En effet, on constate une dynamique soutenue depuis 2021 en raison de la sobriété énergétique, du confort d'été avec 2600 rénovations par an depuis 2021. Le potentiel, on a la possibilité de rénover environ 30% du parc d'ici 2030. Les freins des collectivités sont évidemment la visibilité budgétaire et puis l'ingénierie interne, puisque les collectivités ne peuvent pas faire appel toujours à du personnel qualifié qui s'occupe de ces gros projets. Donc c'est aussi l'objet là justement de Petite Ville de demain, de faire appel à l'ingénierie des services de l'État. Pour pouvoir réaliser évidemment ce projet, il faut faire appel au financement et ça passe par des subventions, mais également des emprunts que les collectivités peuvent réaliser avec à terme des gains importants, notamment en termes d'énergie et de la consommation énergétique, puisque 55% des collectivités qui ont atteint leur objectif constatent une baisse significative de la consommation énergétique. Donc c'est pas rien, surtout au prix de l'électricité de nos jours. Il convient donc de prioriser les rénovations globales dans ce contexte budgétaire tendu pour continuer ces rénovations des écoles. Au niveau de l'urbanisme, les CAUE sont fragilisés. Ce sont les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement pays. Donc en général, il y a une structure par département. Et en fait, ces structures émettent des avis lorsque les collectivités réalisent des projets d'aménagement. Suite à un couac de la collecte de la taxe d'aménagement, qui en fait est une des principales recettes des CAUE, justement, les recettes des CAUE sont en berne, puisqu'en fait, suite à ce petit souci, plusieurs CAUE ont du mal à équilibrer leur budget. L'article nous indique qu'1,5 milliard d'euros n'a pas été collecté, cause une réforme fiscale mal calibrée, se désole la Fédération nationale, puisque la part départementale, une taxe qui fixe à hauteur de 80% via une portion de la taxe départementale, ces structures d'ingénierie territoriale et dont le mauvais recouvrement aboutit aujourd'hui à cette situation catastrophique. En effet, il y a une chute de 75% de la collecte de la taxe d'aménagement par rapport à 2023, ce qui représente plus de 1,5 milliard d'euros. Il y a donc un risque de rupture d'accompagnement de la politique de l'urbanisme et de l'architecture pour les collectivités. Il convient donc de sécuriser la chaîne de recouvrement en clarifiant le fléchage et voir comment on peut financer ces CAUE. Il envisageait notamment l'adoption dans les plus brefs délais d'une mesure exceptionnelle dans le cadre du projet de loi 2026 permettant d'activer un système d'avance financière au bénéfice des départements afin qu'ils puissent maintenir l'existence de leur CAUE. Toujours dans le domaine de l'urbanisme et en particulier de la simplification du droit de l'urbanisme, la loi Uvrart est en passe d'être promulguée sauf saisine du Conseil constitutionnel. C'est une loi en fait qui permet d'approuver certaines procédures et de simplifier certaines procédures
d'urbanisme. Donc son texte a été adopté définitivement le 3 juillet en commission mixte parlementaire et donc sa promulgation devrait arriver dans les jours qui suivent. Permet donc l'instauration de procédures allégées. Par exemple, le texte supprime l'évaluation environnementale pour certaines procédures de modification des PLU, des plans locaux d'urbanisme. Également, le texte supprime du code de l'urbanisme les dispositions et leurs références relatives à la procédure dite de modification simplifiée, afin de ne laisser subsister qu'une seule et même procédure de modification. Elle permet donc d'accélérer la planification et la délivrance des permis. Au niveau de la transition écologique, eh bien, l'État réduit ses financements et se défausse sur les autres acteurs. Par exemple, il y a une baisse importante des enveloppes visibles comme le fonds vert en autorisation d'engagement. Le gouvernement, cependant, invoque un budget vert global en hausse. Les ONG et les think tanks contestent la trajectoire climat. Le risque par rapport à cela, c'est de ralentir les rénovations, les mobilités et les adaptations locales. Et là encore, les collectivités ont besoin d'ingénierie, de priorisation territoriale pour que les projets aboutissent. Donc si l'État réduit ses subventions et ses investissements dans cette politique publique, eh bien, il est fort à craindre que les collectivités ne puissent elles-mêmes mener ce genre de travaux de transition écologique et d'énergie. Au niveau de l'agrivoltaïsme, Eldorado rural ou bulle potentiel. Effectivement, la question se pose, vu comme un nouvel Eldorado énergétique, l'essor des panneaux photovoltaïques au-dessus de terres cultivées suscite des interrogations en termes d'impact agricole, d'accumulation des projets ou encore d'acceptation locale. Quel bénéfice ? L'agriculteur peut espérer un revenu additionnel ainsi qu'une protection du bétail et des plantes contre les aléas climatiques, grêle, chaleur, gel, mais en contrepartie, on se rend compte que le rendement des cultures diminue avec l'ombre des panneaux. Et il convient donc pour Christian Dupraz de diminuer le taux de couverture ou alors d'avoir des panneaux mobiles laissant passer la lumière aux périodes nécessaires. L'autre risque, c'est un risque spéculatif. Les énergéticiens multiplient les démarchages pour préempter le foncier agricole. Il y a donc un fort engouement, notamment en Gironde, sur fond de crise viticole. Et dans la Vienne, près d'une centaine de dossiers portent sur 2000 hectares. Les obstacles, eh bien, France Agrivoltaïsme déplore la lenteur d'instruction des dossiers entre 3 et 5 ans et les longues listes d'attente pour un poste source raccordant l'installation, puisqu'effectivement, une fois qu'on a ces champs, on vient de les raccorder au réseau d'Enedis, et donc il faut des postes sources. Mais ces postes sources, il n'y en a pas forcément de disponibles. Pour en installer un autre, il y a un délai entre 3 et 5 ans à peu près. Donc il va falloir être patient, et donc il y a une proposition de loi Lacan, qui veut limiter les projets à 10 MW crête. Quant à France Agrivoltaïsme, elle suggère des circuits courts locaux pour alimenter exploitation ou services publics. Autre sujet, les difficultés rencontrées par les usagers avec les services publics persistent selon le défenseur des droits. Vous savez que chaque année, le défenseur des droits rend son rapport. Il y a des difficultés qui sont en hausse, il y a des non-recours persistants. Les causes de ce malaise sont la complexité administrative, la dématérialisation qui est mal vécue et le téléphone des services publics qui sont saturés. Pour lutter contre cela, le défenseur des droits rappelle qu'il est important de se rendre en maison France Service. Il convient également de renforcer les canaux humains et enfin de piloter davantage la data pour faire aboutir les demandes et éviter qu'il y ait par exemple des demandes répétées de pièces justificatives qui représentent 43% des soucis rencontrés chez les sondés. Le rôle des collectivités, c'est orienté vers les bons services de l'État qui gèrent les choses et également faire en sorte que les collectivités aillent vers ces services pour résoudre les problèmes à la place des citoyens. Ensuite, a été voté récemment au Sénat encore, le texte n'est pas passé à l'Assemblée, le statut de l'élu local. La proposition de loi a été adoptée en deuxième lecture. Donc il y a des avancées ciblées, mais pas de révolution, notamment sur les indemnités des petites communes. En effet, la Chambre a renoncé à augmenter de 10% les indemnités de tous les maires, mais elle augmentera en revanche les indemnités des maires de communes de moins de 20 000 habitants en prévoyant une dégressivité de 10% pour les maires des communes de moins de 1 000 habitants à plus 4% pour ceux des communes dont la population est comprise entre 10 000
et 20 000 habitants. L'indemnité de fonction maximale pour un maire d'une commune comprise entre 500 et 1000 habitants serait fixée à 1821 contre 1657 actuellement. Il y a également donc un bonus plafonné limité à 3 trimestres pour la retraite et puis différentes mesures qui seront annoncées. On verra ce que décide l'Assemblée nationale qui dispose d'une fenêtre courte pour adopter le texte avant les prochaines municipales en mars. Donc affaire à suivre également sur ce dossier. Néanmoins, donc, certaines mesures qui étaient votées à l'Assemblée ont été revues, supprimées pour des questions de soutenabilité financière, de sécurité juridique. Donc les associations d'élus sont vigilantes sur le compromis final. Donc la prochaine étape, c'est un retour à l'Assemblée et on espère que cela puisse aboutir prochainement. Au niveau du sport, on s'en doutait également, les crédits vont être diminués de manière importante. Effectivement, le projet de loi de finances 2026 en l'état, parce qu'il est encore en discussion, acte une baisse des crédits de près de 4,6%, qui ne sera pas sans conséquence dans les territoires. Le pass sport, vous avez vu, a été recentré. Maintenant, c'est que pour les 12-17 ans de mémoire. Il y aura donc un ralentissement probable des équipements de proximité et il y a une pression sur le cofinancement plan local et avec l'Agence nationale du sport. Il va donc falloir anticiper, prioriser, phaser les projets et chercher du mécénat et du partenariat. C'est déjà le cas, mais je crois que ça va être encore davantage. Enfin, dernier article sur l'économie sociale et solidaire. Les régions soutiennent pleinement les préconisations de la Cour des comptes. Donc il y a une espèce de reconnaissance de l'effort financier régional et une demande de co-construction entre l'État, les régions et les intercommunalités. Il convient également de mieux redéfinir les rôles des comités régionaux d'économie sociale et solidaire et également des correspondants économie sociale et solidaire. Et puis, il convient également de mesurer l'impact de l'économie sociale et solidaire et de structurer l'écosystème.